Bienvenue dans cette vidéo qui sera consacrée à l'utilisation de ChatGPT dans l'enseignement d'un cours qui se rapporte à la spectroscopie RMN du. Alors, depuis l'arrivée de ChatGPT, les gens commencent à s'intéresser à son intégration dans le domaine de l'enseignement. On parle durant les dernières années sur l'enseignement 2.0 où on intègre les nouveaux outils numériques ainsi que les outils de l'intelligence artificielle dans l'enseignement. Et cette vague d'enseignement, cette révolution dans le domaine de l'enseignement porte la dénomination enseignement 2.0 par analogie avec la dénomination euh, qui a été affectée à l'industrie où on est actuellement à l'industrie 4.0. Après avoir passé par plusieurs révolutions, la mécanisation, l'électrification, la robotique et dernièrement, durant les dernières années, l'Internet des objets, l'intelligence artificielle, etc. C'est la vague, c'est la révolution industrie 4.0. L'enseignement 2.0 donc fait appel aux plateformes numériques d'apprentissage et l'intelligence artificielle. Depuis l'arrivée de ChatGPT, qui est un outil de l'intelligence artificielle fin novembre 2022, qui a été créé par la société OpenAI, il a suscité beaucoup de débats, et particulièrement dans le domaine de l'enseignement, où les autorités pédagogiques commencent à avoir peur de l'intégration de ChatGPT pour, en cas des problèmes liés à la tricherie, etc. Mais quand même, on peut intégrer ChatGPT d'une manière efficace dans notre système d'enseignement. Puisque ChatGPT, c'est un langage naturel humain pour générer des réponses instantanées. Le principe est simple, on envoie un prompt, question, on va définir un prompt tout à l'heure, et ChatGPT nous rend la réponse instantanément. Donc l'avantage, c'est qu'on peut avoir un apprentissage sur mesure, là quand on veut, et la thématique choisie, celle qui nous concerne de près. Donc ça serait un outil de soutien, un outil d'aider les enseignants à préparer leurs cours, etc. Et même faire des cours interactifs. ChatGPT, comment y accéder? Donc il suffit d'ouvrir un browser, Bing ou Google ou Firefox, etc. Et vous mettez OpenAI ou ChatGPT. Vous cliquez sur Introducing ChatGPT. Vous allez arriver sur cette page-là où il faut d'abord faire une inscription pour pouvoir y accéder à ChatGPT. Il faut un nombre d'identification. Alors ici, vous appuyez sur ChatGPT. Une fois que vous avez tapé sur ça, vous allez atterrir sur l'interface de ChatGPT. Pour l'activer, il y a plusieurs icônes. Vous appuyez sur l'exemple Explain Quantum Computing in Simple Terms. Vous appuyez là-dessus et puis vous allez tomber sur l'interface de ChatGPT. Bon, ici, l'interface est un peu différente parce que moi, je travaille avec des extensions, mais d'habitude, vous avez un mode dark, etc. Ici, vous avez en la partie gauche l'historique de vos chats. Vous pouvez éliminer en appuyant sur ce bouton-là. Ici, vous avez votre email, l'adresse email avec laquelle vous avez accédé et les pointillés qui vous permettent de paramétrer le chat GPT. Est-ce que vous voulez travailler en mode dark ou en mode éclairé? En même temps, si vous voulez passer à des versions payantes ou à des versions gratuites. Ici, nous avons la version gratuite. Et si on veut passer à l'option payante, il faut bien sûr cotiser et ça tourne autour de $20 par mois. Mais c'est une option beaucoup plus performante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un prompt? C'est la question qu'on met dans la partie message pour avoir une réponse. Cette question doit être bien formulée. Alors, un prompt, si on se réfère au dictionnaire, c'est un prompt, c'est rapide. D'ailleurs, on dit, on vous souhaite un prompt établissement. Donc, c'est rapide, un établissement rapide. Du point de vue intelligence artificielle, langage intelligence artificielle, ça veut dire c'est une invite commande, c'est une instruction qu'on donne à la machine pour nous générer des réponses.
Alors un prompt, il doit être bien formulé, il doit contenir 4 éléments essentiels, il faut bien définir le prompt, il faut montrer le rôle de prompt et adapter le prompt à la question que vous voulez avoir une réponse. Donc il faut guider l'intelligence artificielle à vous fournir une réponse sur mesure. Alors je ne vais pas m'étaler sur la notion de prompt. D'ailleurs, on parle de plus en plus de l'ingénierie des prompts et qui a commencé à être très très intéressante du point de vue performance de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, il y a des marketplaces qui vendent et qui achètent et sur lesquels on peut vendre et acheter des prompts tout faits pour générer des emails professionnels, des articles professionnels, des dessins professionnels, des publicités, etc. etc. Donc, la notion de prompt, est, il commence à prendre une grande dimension dans cette vague de l'intelligence artificielle. Les gens travaillent beaucoup sur la formulation des prompts. Alors maintenant, on va le tester sur un cours de spectroscopie de résonance magnétique nucléaire. Alors, bon, un aperçu sur la spectroscopie RMN, ce cours, par exemple, sera destiné aux chimistes. Alors, je ne vais pas m'étaler sur le programme de la résonance magnétique nucléaire, mais les problèmes généraux, c'est quelle est la technique, à quoi sert la RMN, quel est le principe de la RMN, et bon, quels sont les effets des propriétés intrinsèques des molécules sur l'allure du spectre, etc. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, le vif de, c'est pas l'objectif du cours, mais quand même, on va interroger ChatGPT pour nous donner des idées sur la spectroscopie RMN. Alors, on va évaluer ChatGPT. J'ai préparé un certain nombre de prompts, des questions. Qu'est-ce que c'est que la spectroscopie RMN et quel type de noyaux atomiques sont généralement étudiés en RMN? En partant de mon feedback, donc, aussi un professeur de chimie, j'ai posé une dizaine de questions, une douzaine peut-être, je ne me rappelle plus. Alors, je vais tester ChatGPT pour contrôler, pour voir ses performances dans la réponse aux questions de l'ARM. Alors, les questions que j'ai posées, c'est sous forme de prompt. Quel est le domaine de fréquence de spectroscopie en RMN? Comment fonctionne le principe de l'ARMN du proton? Qu'est-ce que la multiplicité des pics en RMN? Quelles sont les influences principales de déplacement RMN du proton vers la gauche ou vers la droite? Comment interpréter les intégrations des pics dans un spectre? Quelles sont les différences entre les pics des protons aromatiques et aliphatiques? Expliquer comment l'ARMN de proton peut être utilisé pour déterminer la stéréochimie. Quelles sont les principales applications pratiques de l'ARMN du proton en chimie organique et en biochimie? Voilà donc, et plus pour évaluer la performance dans la prévision des spectres, je lui posais quelques questions pour, par exemple, esquisser le spectre de l'ARMN de l'éthanol, esquisser c'est prévoir, et le spectre de 4-méthoxybutane. Expliquer comment l'ARMN de proton peut être utilisé pour déterminer la stéréochimie des molécules. Bon, on a fait pratiquement un screening de cours de la spectroscopie qu'on va essayer d'évaluer ChatGPT. Et j'ai fait au lieu de faire en ligne, j'ai fait des captures d'écran pour faciliter un petit peu la présentation. Alors, la première question, qu'est-ce que c'est que la spectroscopie RMN et quel type de noyaux atomiques sont généralement étudiés en RMN? Bon, voilà la réponse. Utiliser la spectroscopie RMN est une technique d'analyse spectroscopique pour étudier les propriétés du noyau atomique dans un échantillon. Il se base sur les interactions entre les noyaux atomiques et un champ magnétique externe. Bon, c'est bon, donc la réponse est bonne. En RMN, les noyaux atomiques étudiés sont principalement ceux qui possèdent un moment magnétique non nul, c'est bon, c'est-à-dire ceux qui ont un nombre impair de protons et de neutrons. Les noyaux les plus couramment étudiés en RMN sont le noyau du proton, du carbone 13, et il existe aussi d'autres spectroscopies comme celle du fluor, de l'azote, de l'oxygène 17, du phosphore 31, de deutérium, etc. Mais ils sont moins fréquemment utilisés en raison de leur moins grande abondance naturelle ou d'autres limitations expérimentales.
Je pense que la réponse est convaincante, il n'y a pas de souci. Alors maintenant, quel est le domaine de fréquence de la spectroscopie RMN? Alors donc, je vais passer vite, c'est pas, donc je vous laisse le soin d'analyser vous-même ces réponses. Alors on utilise des ondes radio déjà pas mal, donc c'est la première. La zone de fréquence c'est de 300 MHz à 800 MHz pour le proton et pour le carbone 13 en 75 à 200 MHz. Parfait. En résumé, la spectro-AMN se situe dans le domaine des ondes radiofréquences, utilise des fréquences pour étudier les propriétés des noyaux atomiques dans un échantillon. Donc la deuxième question, c'est validé. Comment fonctionne le principe de l'effet de la M de proton? Alors, le principe de l'effet de la résonance nucléaire du proton est basé sur les propriétés magnétiques des noyaux de protons présents dans un échantillon. Lorsque des noyaux de protons sont placés dans un champ magnétique externe, ils se comportent comme des petits aimants. Les produits peuvent soit être alignés dans le même sens que le champ magnétique, état de basse énergie, soit dans le sens opposé, état de haute énergie. Lorsque l'échantillon est soumis à une impulsion d'énergie à une fréquence spécifique, par exemple une impulsion radiofréquence, les protons absorbent cette énergie et passent de leur état de basse énergie à leur état de haute énergie. Ce processus est appelé excitation des protons. Bon, donc le processus de réponse est très très bien. En résumé, je récapitule. Le principe de l'effet Lyman du proton repose sur l'excitation des noyaux de protons dans un champ magnétique suivi en direct de l'analyse des signaux émis, ce qui permet d'obtenir des informations sur la structure et la composition des molécules étudiées. Quatrième question, qu'est-ce que le déplacement chimique en Lyman et comment est-il exprimé? Donc c'est le même type de réponse. Il faut passer en peine fin les phrases, les mots, pour voir s'il y a des confusions ou bien des maladresses dans les réponses. Je pense pour le moment, j'ai rien signalé. J'ai rien signalé, d'accord? Donc le déplacement chimique, c'est ça, 400 moins 300 sur la fréquence de l'appareillage. Donc c'est 0,33 ppm. C'est comme ça qu'on calcule le déplacement chimique. Je vais aller plus loin pour voir les défaillances de ChatGPT dans l'illustration de ce cours. Alors, je vais vite. C'est pour la prévision et comment interpréter les intégrations. Donc, il nous donne la méthodologie, comment, à travers plusieurs étapes, pour procéder à l'analyse d'un spectre RMN. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'évaluation, ce n'est pas le contenu. Donc, on va voir, question 9, quelles sont les différences entre les pics des protons aromatiques et les aliphatiques en RMN? Là, ils se basent sur présentent des différences caractéristiques dans leur déplacement chimique et leur multiplicité. Alors, protons aromatiques, déplacement chimique, les protons aromatiques apparaissent généralement à des déplacements chimiques en ppm plus bas vers la gauche par rapport aux protons aliphatiques. Ils sont désaimantés, Hirschfeld, en raison de l'effet magnétique des électrons pi délocalisés dans le système d'un noyau aromatique. Alors, la multiplicité, les protons aromatiques sont généralement multiples, donc il y a l'interaction spin-spin, en raison des couplages avec les autres protons aromatiques voisins. Par exemple, les protons octo voisins du groupe fonctionnel montrent généralement un triplé. Les protons méta, un doublé, et les protons para, un doublé-doublé. Donc ça, c'est le cours de couplage spin-spin. Donc, ça nécessite bien sûr un cours approfondi. Mais ce qui m'intéresse, c'est que ChatGPT, il est au courant de tout le cours de spectroscopie. Il n'y a pas de problème. Les protons aliphatiques, les déplacements chimiques, les protons aliphatiques apparaissent généralement à des déplacements chimiques en ppm plus élevés, donc ils sont très blindés, vers la droite par rapport aux protons aromatiques. Ils sont en général plus blindés, voilà, shielded, car ils sont moins influencés par les électrons pi délocalisés. La multiplicité, les protons aliphatiques montrent des multiplicités plus simples, comme des singuliers, des doublés, des triplés, etc. Cela est dû à ces caractéristiques distinctes permettent de différencier et d'identifier ces deux types de protons dans l'espèce élémentaire et fournir des informations sur la structure et l'environnement chimique des molécules. Donc l'enseignant peut utiliser
ou bien l'étudiant peut utiliser le chat GPT pour réviser son cours, pour améliorer son cours et pour bien assimiler les problèmes et les concepts liés à l'enseignement de la spectroscopie. Donc, ChatGPT reste un outil efficace pour, euh, pour l'auto-formation et pour la performance de ses compétences dans le domaine de la spectroscopie. Elle est allée plus loin pour parler de COSI, de NEOSI, etc. Donc, pour les spécialistes de la RMN, ils peuvent creuser profondément pour développer et satisfaire leur curiosité scientifique. Maintenant, on va passer à une question. Alors, c'est quoi donc alors, à quoi sert la chimie organique? C'est pour élucider les structures des propriétés des composés organiques et biochimiques, etc. Donc, l'intérêt, il a décrit convenablement. Maintenant, on va voir la question qui m'intéresse beaucoup, c'est est-ce qu'il peut prévoir les spectres des composés organiques? Je lui fais un test. Qu'est-ce qui c'est moi le spectre élément du proton de l'éthanol? Alors, bizarre, ces diagrammes-là, ces images qu'il m'a générées, bon, ça n'a pas de sens. Je lis sur l'ex des X, bon, il n'y a pas de ppm, champ chimique, il n'y a rien de clair là-dessus. Donc, bon, ce prompt-là, bien sûr, voici une esquisse de spectre élément du proton de l'éthanol. Explication, voilà le commentaire qu'il m'a donné. L'éthanol a 3 groupes de protons distincts, chacun donnant lieu à un pic caractéristique dans le spectre. Les protons du CH3-méthyle sont présentés par un pic à simple, pic simple environ 1 ppm. Le déplacement chimique donc, est correct, mais ce n'est pas un pic simple. En principe, un triplet. Les protons du groupe CH2-méthylène sont représentés par un triplet à environ 3,6 ppm. Alors, il faut vérifier le déplacement chimique sur les tables pour voir s'il y a compatibilité. Mais les CH2 sortent sous forme de quadruplé. Car dans leur voisinage, il y a un méthyle. Donc, la règle de multiplicité, c'est 1 plus 1, c'est 3 plus 1, donc c'est 4. Donc, c'est un quadruplé. Le proton du groupe OH, alcool, est représenté par un pic large et intense à environ 1,2 ppm. Je pense que le déplacement chimique est un peu plus loin, mais pas 1,2, mais singulier. Donc voilà déjà des confusions, beaucoup de confusions dans la prévision du spectre, et même le commentaire ne tient pas beaucoup. Donc voilà une petite défaillance, une défaillance de compter sur ChatGPT pour interpréter le spectre. Maintenant qu'il n'est pas parvenu à prévoir la structure, je lui ai demandé de me faire un code en Python pour esquisser la structure de l'éthanol. Le spectre de l'éthanol, bon, il a généré quand même cette structure-là. Donc, pour exécuter, bien que je ne suis pas un spécialiste en Python, je ne m'y connais pas trop, alors j'ai demandé bien sûr à ChatGPT de me donner des résultats, des indications pour résoudre, pour, pour exécuter ce code. Alors, il y a beaucoup de compilateurs en ligne et j'ai retenu celui-là, MyCompilerio, qui me paraît très très intéressant. Alors, il suffit de taper MyCompilerio sur Google. Vous allez pas arriver sur ce premier lien. Vous cliquez dessus et vous serez dirigé vers le site de MyCompiler. Il suffit de copier le code et de le coller ici, comme ici, voilà. Et donc, vous aurez l'exécution de le code proposé par ChatGPT. Bon, l'allure de spectre ne me dit rien. Ça n'a rien à voir des conventions habituelles des spectres générés par l'ARMN. Donc, je lui ai redemandé de revoir ce code et de me donner un autre code. Et je lui ai dit générer le code pour tracer le spectre M du proton. Donc voilà, après plusieurs tentatives,
Donc, j'ai fait une vidéo en ligne pour, si vous voulez la suivre, comment j'ai pu parvenir à, à avoir cette allure de spectre. Donc, l'allure donnée par ChatGPT en générant ce code me paraît satisfaisante dans un premier temps parce que l'allure du spectre est correcte, l'intégration est correcte, les déplacements chimiques sont aussi corrects, mais ce qui reste, c'est d'éclater ces signaux pour respecter la multiplicité de chaque signal, c'est-à-dire triplet, quadruplé, singulier. Alors, je suis en train de travailler sur cette problématique pour trouver les prompts adéquats pour la résolution de ce problème et de faire intégrer ChatGPT pour la prévision des spectres. Voilà donc, alors pour résumer, ChatGPT, il est performant sur le plan texte. Il peut vous générer des textes satisfaisants pour la description de vos cours, mais il y a toujours un problème dans la représentation des schémas et la prévision correcte des spectres. Donc voilà, il y a des limites. Voilà le spectre. Il y a des limites. Même voilà, quand je lui ai demandé de me donner la formule de me donner le nombre de signaux dans la formule de 4-méthoxybutane de On, il a trébuché, donc il n'arrive pas à dessiner correctement une molécule pour qu'il puisse me faire distinguer les différents protons magnétiquement équivalents existants sur cette formule. Donc je récapitule, voilà donc le spectre classique. D'habitude, on a 4 types de signaux, donc un singulier, 2 singuliers, 2 triplés. Donc voilà l'allure générale de ce spectre. Alors, en conclusion, bon, ChatGPT est un outil AI puissant pour répondre aux questions sur la spectroscopie LMN du proton. Son utilisation en enseignement offre une nouvelle approche interactive. Les avantages, c'est avoir des réponses instantanées, ce qui peut aider les étudiants à cerner leur cours et avoir des réponses instantanées, fournies 24 sur 24 et accessibles à tout moment. Réponse instant, ChatGPT fournit rapidement des informations sur les concepts de proton. Accessibilité, les étudiants peuvent accéder à ChatGPT en ligne à tout moment. Alors, la complexité, les concepts avancés de la spectroscopie LMN de protons peuvent dépasser actuellement les capacités de ChatGPT. J'espère que dans les prochaines versions, je n'ai pas testé la version payante, est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin dans l'intégration de ChatGPT dans l'enseignement de la spectroscopie. Donc, ChatGPT reste comme un complément pédagogique qui peut aider à introduire les bases de la spectrométrie du proton. Et c'est une méthode d'enseignement complémentaire qui peut être utilisée en conjonction avec l'enseignement en classe pour renforcer la compréhension des élèves. Merci pour votre attention.